c'était Shakespeare, mais maintenant il y a Molière qui revient avec le commentaire suivi de texte. Monsieur Sakoura Jean-Cyr, merci beaucoup. Merci, thank you very much, sir. Merci d'être là. C'est un plaisir, vous aussi, de vous recevoir et de parler un peu de texte, de commentaires suivis et texte choisi ou bien morceau choisi ou bien poème choisi. C'est celui de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Bien sûr, un texte classique connu de tous les cultivés, voilà, du 19e. Mais n'oublions pas qu'il va nous servir juste d'illustration pour une méthodologie. Et la méthodologie dont on va parler aujourd'hui, je ne vais pas à le faire chercher. C'est toi qui me le redemandes. Ça se fait en secondes. Alors, je te dépanne parce que tous les collègues sont en train de faire l'esthétique du roman. Là, mon collègue a déjà présenté L'étranger d'Albert Camus et tu me fais reculer. Tout le monde a quitté vraiment les exercices. Et je ne te demanderai pas où est-ce que tu étais en seconde. Ces méthodologies se font en seconde, Chersi. Et chaque fois, vous allez dire le prof ne l'a pas fait. Arrêtez de dire du mal des profs. On a tout fait, vous ne suivez pas. Ça ne se fait pas quand même, cher. On ne fait pas les méthodologies en terminale. Mais je vais t'aider juste pour 20 minutes et je continue le cours normal. Voilà. Donc, je disais que c'est l'un des exercices présents au bac, comme aussi le commentaire suivi, le commentaire composé, la dissertation et le résumé suivi de discussion. Et si tu n'es pas capable vraiment de gagner des points là-dessus, ne me dis pas que je ne vais pas revenir sur les 3 autres méthodologies. C'était juste pour te dépanner. Donc, on va le faire vite et bien. Donc, comme la majeure partie des exercices littéraires, le commentaire a une forme. Il est composé de 3 parties. Donc, que je vais schématiser: une introduction, un développement et une conclusion. Et je ne cesse de vous le rappeler, à l'université, plutôt à l'examen, vos professeurs notent la présentation. Et la présentation aussi, elle est très importante dans ce que vous faites. Oui. Peut-être juste préciser le titre du cours pour les élèves qui oui. vont nous prendre en cours. Oui. Et je ne sais pas pourquoi vous me faites revenir sur cet exercice, Chersi, parce que c'est l'un des plus accessibles quand même. Hein? Le commentaire, vous l'avez fait toujours. C'est la même méthode qu'ont appliqué tes professeurs pour toutes les études de texte que tu as fait depuis l'école primaire jusqu'à présent. Ça ne s'est pas très éloigné de la méthode Silitec des instituteurs. Donc tu devrais le maîtriser. Voilà. Donc je disais que il est très facile, cher. C'est une explication de texte. Il porte sur un texte. Et n'oublie pas que c'est un exercice qui a une forme. Je vous le répète et je vous le rappelle. À l'examen, il y a des points qui sont là gratuitement par rapport à la présentation. Donc, veillez sur ça. Alors, une belle présentation, c'est déjà une séduction. Je vous dis que, d'accord, au bac, on amène les feuilles. Mais au BFM, il nous arrive souvent qu'on corrige en pôle et un collègue qui est là-bas, cher, montre une feuille d'un élève pour dire que regarde celui-là, ce qu'il a fait. Déjà, les autres qui disent n'importe quoi. On n'a même pas lu. C'est sa présentation qui est défavorable. Comme souvent, un collègue exhibe une feuille. Regardez-moi celui-là et tout le monde dit c'est une fille, c'est bien présenté. Pourquoi on croit qu'il n'y a que les filles qui présentent bien? Donc, applique-toi à veiller sur la forme de ton exercice. Ça pourra t'aider à gagner des points. Donc, comme je le disais, comme la dissertation, c'est un exercice qui a 3 parties. Une partie introductive et une grande partie développement qui est déjà prise par la dissertation. Donc ici on dit commentaire des détails ou corps du devoir. Et enfin, comme pas mal d'exercices littéraires, une sortie de texte ou conclusion. Les rappeurs auraient dit outro. On entre, on sort. Voilà. Et donc, ce qui est plaisant dans ces exercices littéraires, c'est que si vous en maîtrisez un, déjà vous avez les fondements pour en maîtriser tous les autres. C'est vraiment accessible. Il faut que vous les maîtrisiez pour que vous vous offriez vraiment quand même le maximum de chances pour grappiller des points dans ces disciplines. C'est pas difficile ce que nous faisons. Si moi qui viens de loin là, dans un village, là, compris, pourquoi pas vous qui êtes né à Dakar? Quand même. Voilà. Donc l'introduction, je le dis les gars, comporte 3 parties. Une partie première qu'on appelle la situation, une deuxième partie qu'on appelle l'idée générale et une troisième partie qu'on appelle le plan. Voilà.
On me dirait que c'est la même chose que la dissertation, où l'on a ces 3 phases qui s'appellent amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. Et sur la page, cela doit se faire, j'insiste. Chaque partie, c'est des phases, ce n'est pas des parties, parce que c'est à l'intérieur d'une partie. Et à l'intérieur d'une partie, on parle de phases. Donc ces phases à la graphie doivent se présenter ainsi. Chaque fin de partie est marquée par un alinéa, un retour à la ligne. Et donc ça encourage le correcteur. Quand il voit le texte respire, il verra que là où il a commencé, il en est à sa situation. Là où il connaît, il en est à son idée générale, et là, il en est à son plan. Le texte respire et est agréable à corriger parce qu'agréable à lire. Et dans cette première partie de la situation, on se sert de ce qu'on appelle le paratexte. Par paratexte, quand nous appliquerons tout de suite à un cours, nous verrons sur le texte sur lequel nous allons travailler, donc Demain des Lobes de Victor Hugo, on appelle paratexte l'ensemble des éléments qui entourent le texte mais qui ne font pas partie du texte. Parce que, par exemple, le texte que nous avons commence par demain et se termine en fleurs. Mais tout ce qui est écrit en haut, écrit en 1884, le titre Demain des Lobes, le nom de l'auteur Victor Hugo, l'ouvrage d'origine, les contemplations, la date de publication, ne font pas partie du texte proprement dit. Ce sont les éléments du paratexte qui entourent le texte. Et ces éléments du paratexte doivent vous permettre d'entrer dans le texte. Et par rapport à ça, donc vous présentez le texte. C'est comme, mademoiselle, on rentre souvent, il m'arrive d'aller avec quelques élèves et on croise votre parent. Mais attends, on ne vous a pas envoyé à l'école pour vous accompagner de garçons. Vous devez dire à votre père qui je suis. Vous devez lui dire, papa, le monsieur avec qui je suis s'appelle monsieur Diagne. C'est mon professeur de français au cours tel à l'école. Comme ça, votre papa, c'est la même chose qu'il faut faire avec le texte. Il faut le présenter. Et présenter un texte, c'est vraiment présenter son auteur, dire l'époque de l'auteur, dire l'ouvrage d'origine, dire vraiment son siècle et le courant auquel il appartient. Ce sont les éléments qui renseignent sur le texte. Qui renseignent sur le texte. Voilà. Donc, bien vu. Rokhaya a posé une très bonne question. C'est des éléments qui permettent d'entrer dans le texte. Le titre, donc le nom de l'auteur, le nom du recueil, l'année de publication sont des éléments. Et des fois, même comme sur vos textes, vous avez ce qu'on appelle un chapeau. Le chapeau est un élément du paratexte. C'est juste une petite entrée explicative de circonstances ou bien de conditions de création de ce texte. Donc, si j'applique cette méthodologie à mon texte, comme vous aviez dit à votre papa, c'est M. Diagne, vous allez dire ce texte. Donc, n'oubliez pas qu'en terminale, les enseignements doivent porter uniquement sur les esthétiques des genres. Et cette esthétique des genres vous a appris à reconnaître de facto les textes. Moi, en tant que professeur, ce qu'on m'a demandé, c'est qu'à la fin de l'année, que vous soyez capable d'identifier n'importe quel fragment de texte qu'on vous donne et de dire à quel genre il appartient. Si j'arrive à ça, ça me dit aussi, depuis la seconde, les gars, on vous a appris à faire une entrée de la littérature à travers les genres et les courants littéraires. Donc, vraiment, la carte d'identité, si je puis dire, de chaque texte, vous l'avez en vous. Reconnaître un texte poétique d'un texte romanesque et un texte théâtral, ça, si vous l'avez pas, ou si vous n'arrivez pas à le faire, vous savez ce qu'il me reste à vous faire. Appelez pour qu'on vous retourne en seconde. Parce que vous savez le faire quand même. Donc, de facto, tout le monde sait que ce texte, dans sa forme, porte des critères formels, présente des critères de poéticité, rien que sur sa présence. Écrit en vers, disposé en strophes, et disposé en strophes, voilà, et qui mène à sa fin. Et à la fin des strophes, on a toute cette forme. Et d'ailleurs, même, je vais poser des questions orales. Quel type de strophe on a ici, cher? Comment est-ce qu'on appelle une strophe de 4 vers? Bien, un quatrain. Donc, ton poème est composé de... Allez, on fait une petite banque de souvenirs de 4 quatrains. Tu as parfaitement raison. Et comment est-ce que tu me définis la répétition homonymique, si vous voulez, des mots à la fin des vers pris 2 à 2? Comment tu m'appelles cette relation qu'il y a entre campagne et montagne, ou bien entre matin et longtemps? Ah oui, tu as raison, ça s'appelle rime. L'homophonie ou la répétition d'un son à la fin des vers pris 2 par 2.
Il n'y avait pas que ça qu'on t'avait appris. On t'avait dit qu'à l'intérieur de la strophe, les rimes peuvent avoir diverses dispositions. Quelle disposition des rimes tu as dans cette strophe? Elles sont croisées. Pourquoi tu dis elles sont croisées? Oui, tu as raison. A, B, A, B. Oui, c'est des rimes croisées. Et quand est-ce que tu me diras qu'elles sont suivies? En A, B, B. C'est juste. Et quelle est la dernière disposition qui reste? Je ne vais pas te la demander. Embrasser. Donne-moi la forme. Comme le groupe de musique. Ouais. ABBA. Voilà. A, B, B, A. Allez, merci cher. Au moins aujourd'hui tu suis. Donc je disais que cette entrée présentative du texte se fait par rapport aux éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, en général, vous tombez sur des textes dont vous connaissez les auteurs. Ce poème-là, ton papa le connaît, mon père le connaît, tous les voisins, tous ceux qui sont allés à l'école le connaissent. Donc, vous devez le connaître. Victor Hugo de Medellov. D'ailleurs, tout le monde connaît, croit que Victor Hugo s'appelle de Medellov. Ou bien que de Medellov s'appelle Victor Hugo. C'est tout de même. D'accord? On l'apprend depuis l'école primaire. Ça a résonné tout le temps dans nos oreilles d'enfants. Donc, voilà quoi. Donc, je disais que, cher, pour faire cette entrée, donc, on utilise les éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, il faut donner des informations sur sa personne, sur son siècle, sur son courant littéraire, et éventuellement sur le livre d'où est extrait. Alors on peut le faire avec le texte de Hugo dans cette première partie. Donc nous allons dire que ce poème intitulé De Medellov est écrit par Victor Hugo. Victor Hugo est un poète, non, il n'est pas sénégalais, français, oui, romantique français. De quel siècle? 19e, merci, du 19e siècle. Voilà. Et maintenant le texte dirait que ce poème est extrait de son recueil intitulé Les Contemplations, publié en 1856. Ah oui, les dates d'en haut, non, c'est que, attention, dans les poèmes de Hugo, souvent à la fin des pages, il y a deux dates. Donc l'une, c'est soit la date de rédaction et l'autre, la date de l'événement qui l'a inspiré. Et ce 4 octobre, c'est véritablement la date de rédaction. Tandis que l'autre date maintenant, c'est la date anniversaire de la mort de sa fille à qui est dédié ce poème. Donc là, c'était les éléments du paratexte. Donc je répète, n'importe quel texte, vous pouvez appliquer la même chose. On ne vous donnera jamais un texte sur lequel vous n'avez pas de paratexte. On va essayer de vous m'appliquer ça à ce poème. Allez, fais-moi une entrée, la même chose. Tu as des éléments de paratexte, tu n'as pas besoin de connaître d'entrée dans le texte. Tu te sers du paratexte pour me faire ce poème. Joal. Allez, fais-le. Vas-y. Donc, ce poème intitulé Joal est écrit par Léopold Sédar Senghor. Il n'était pas inconnu. Donne des informations sur lui. Homme politique, si tu veux, bien sûr, mais ici, c'est le littéraire. Poète sénégalais contemporain, membre fondateur du mouvement de la négritude. Il est extrait de son recueil Chants d'ombre, publié en 1948. Donc ça doit être automatique, les gars. Vous l'appliquez à n'importe quel texte, vous avez votre situation. Tout le monde doit pouvoir le faire. Comme par exemple, je le disais à mademoiselle, si on tombe sur ton papa, dis-lui que ce monsieur avec qui vous me voyez s'appelle Diagne. C'est mon professeur de français à l'école telle. Avant qu'il croie que vous traînez dans les rues. Cela étant fait, on entre dans l'idée générale. L'idée générale, qu'est-ce que c'est? Que c'est ce dont parle le texte. Et on le trouve souvent en se posant la question, de quoi s'agit-il dans ce texte? Alors, en me posant la question, de quoi s'agit-il dans ce texte? Je le lis. Là, il faut entrer dans le texte. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyants en fleurs. Là, je suis dans le texte. En entrant dans le texte, je pose ma question de quoi il s'agit dans le texte. Dans ce texte, Hugo nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille, où il a l'habitude d'effectuer un pèlerinage chaque année. Et maintenant, sur le plan formel, j'ai 3 strophes
il me suffit de donner mon plan. Donner un plan, c'est diviser le texte en un certain nombre de parties et de donner un titre à chaque partie. Pour que ça soit commode, on va donner à chaque strophe un titre. On va dire première strophe, le projet. Voilà, Hugo nous informe. Les verbes sont au futur. C'est demain qui va faire l'action. La deuxième partie, c'est Hugo même sur le chemin, sur la route. Donc le voyage, car c'est un véritable voyage. Il part à l'aube, il arrive le soir. Et la dernière partie, quiconque est sur un chemin qui va doit arriver. On va appeler ça tout bonnement l'arrivée. Donc je dirais que ce poème intitulé Demain dès l'aube est écrit par Victor Hugo, poète français du 19e siècle. Il est extrait de son recueil Les Contemplations. Point à la ligne. Dans ce poème, virgule, Hugo nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille. Point. Notre poème s'articule autour de 3 mouvements. 2 points. Premier mouvement, première strophe, 2 points. Le voyage, le projet. Deuxième partie, deuxième strophe, 2 points. Le voyage. Troisième partie, troisième strophe, l'arrivée. Et maintenant, arrive la grande partie où l'on développe. On développe les parties qu'on a prises. Là, on entre dans le texte, on explique un peu. C'est suivi, donc suivi veut dire linéaire. On suit le texte vers par vers, groupe de mots par mot. Mais n'oubliez pas que c'est un texte poétique. Et dans la poésie, nous l'avions appris très souvent, l'important et la manière de dire est beaucoup plus importante ce qui est dit. D'où la nécessité d'avoir une bonne maîtrise des procédés de rhétorique, de savoir reconnaître les dispositions, etc. Tantôt, on a fait une petite révision, par exemple, sur cela, et vous le voyez, on développe les différentes parties du texte. Et enfin, on arrive à la conclusion. La conclusion aussi, 3 mouvements. Donner, par exemple, on fait la synthèse du style et du fond. Ensuite, on donne vraiment son impression sur le texte et sur l'auteur et on finit en beauté. Par ailleurs, ce texte est très plaisant, on peut jouer sur ça. On remarque, si j'emprunte la grille dont parlait tantôt l'inspecteur, on se rend compte que dans le texte, on a des pronoms personnels. On a un je, un tu, M, apostrophe, etc. Si je fais une entrée par les pronoms personnels, je me rends compte que dans le texte, je n'ai que des je et des tu. Et ces je et tu, on les rencontre dans quel type de discours? Comment tu vas? Bien. Et toi? Cool, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Or, si on voit dans ce dialogue, on se rend compte que l'interlocuteur, le tu, est absent. Ce qui motive le départ de je, qui s'en va vers tu. La deuxième strophe, si vous la regardez, comme disait l'inspecteur, sur le plan formel, c'est une seule phrase très longue, coupée de beaucoup de virgules, qui nous renseigne un tout petit peu sur le voyage, axé uniquement sur l'auteur, qui semble être arraché du monde, tellement branché sur son malheur sur ses pensées, qu'il n'arrive plus même à distinguer le jour de la nuit. Donc, complètement coupé du monde, une sorte de Robocop programmé, qui ne se rend même pas compte s'il est dans le jour et la nuit, qui ne regarde même pas la beauté de quoi que ce soit, comme il nous le précise, et en fait qui arrive, comme aurait fait un musulman, là où nous mettons des Fatiha et des Ikhlas pour nos morts, lui dépose des fleurs mortuaires, c'est-à-dire des fleurs de tout ça. Alors faites pas les toubabs, n'ayez pas une amie qui se marie pour que vous lui achetez des houx et des bruyères. C'est des fleurs réservées à la mort chez les toubabs. Avec cette propension qu'on a à faire les toubabs, choisissez bien vos fleurs, car les fleurs ont des sens. Et si vous vous rendez compte aussi des rimes, on peut y trouver des choses assez intéressantes. Donc c'est des rimes alternées, comme vous avez dit, c'est des rimes croisées. Et sur le plan truc, c'est des rimes féminines et des rimes masculines. Or, le je, c'est un papa, un homme. Le tu, c'est une femme, la fille. Donc, le croisement montre cette relation entre un père et une fille, à toi et à moi. Et le poème est très beau. Sur la fin du poème, si on avait enlevé le mot tombe, personne ne serait mort, je mettrais sur ta table. Mais on se rend compte que, hop, on a une surprise. Mais attends, le monsieur, la personne à qui il parlait est une personne morte. Ce qui demande un retour encore pour une rélecture où on se rend compte que celui qui disait « je sais que tu m'attends » en réalité est dans l'au-delà. Alors, donc, tout ce mysticisme-là qu'il y a, et rappelle un tout petit peu notre culture, aduna mom moy demal mangi ñew, alakhira moy demal mangi ñew, c'est comme s'il disait que je sais que tu m'attends, cette attente-là, elle est dans l'au-delà. Yaa nga ma fa jitu, mané dina dé fekk ci la, c'est ce qu'il veut dire quand il dit que je sais que tu m'attends. Donc, comme je le dis, c'est un exercice très facile. Et j'ai l'habitude de vous dire que si vous l'oubliez, pensez au journal. Il ressemble bien à sa forme au journal. Parlez des journaux qu'on nous présente. Le gars il commence par faire une introduction. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette présente édition du 19h que je vous présente à travers les ondes de la FM, radio, je ne sais quoi. Point. Alors,
Ensuite, il vient au parti. Actualité du jour dominée par la décision du gouvernement de prolonger le couvre-feu. Ensuite, les cotisations pour lutter contre le Covid-19. Enfin, nous terminerons sur les urgences du chef de l'État. Il y a une musique qui est un jungle qui correspond à un saut de ligne pour montrer vraiment qu'on est dans le développement. Et dans le développement, vous n'avez pas le droit de dire que, ouais, Sadio Mané, non, vous ne nous aviez pas dit ça dans le truc. Restez dans votre texte. Vous dites que, ouais, comme nous l'annoncions tantôt, etc. Quand le journaliste ferme, il dira que merci de nous avoir suivis, etc. Donc, sur le plan formel, c'est un exercice qui ressemble beaucoup à un journal, sauf que dans ce journal, tout se compose et reste dans un texte. Et donc, voilà, je crois que ça a été sommaire, mais tu as bien capté et que si c'est pas clair, je pourrais revenir là-dessus. Mais c'est un exercice qui s'apprend en secondes. En terminale, on nous demande de faire des esthétiques pures. Tu me fais tout le temps reculer, Chersi. Quand même, il faut suivre. En tout cas, Cher, il a intérêt à bien suivre. En tout cas, rien à dire. Il y a le réalisateur qui me souffle à l'oreille. Ah, que c'est beau. Même Mao est touché. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il nous a lu le texte dans la contrainte du temps. Moi, j'ai envie de l'entendre, machallah, avec cette voix, avec cet amour qu'il a de ce texte. J'ai envie de l'entendre se délecter du texte et l'offrir en cadeau aux enfants. Pour que nous puissions finir en beauté. Docteur, si vous me demandez ça, c'est moi qui suis honoré quand le marabout commande, le talibé ne fait qu'exécuter. Mais c'est un tout petit peu ça. N'oublions pas que dans l'origine, les explications mythiques disent que la poésie est un art indissociable de la musique. C'est des paroles, aurait dit Senghor, agréables à l'oreille, au cœur et au sens, comme le bac, comme le tag. Si vous faites un tag à Massamba, je ne pourrais pas dire ça en texto. Il faut que ce soit dit pour que le docteur l'entende. Je lui dirais qu'il y a borom kokki mënoo def lu ñaaw ndaxte daara ju mag ji nit ñu baax ñi di jógee Sénégal ci sa dëkk la nekk kon mënuñu etc. Ça va lui faire plaisir. C'est la même chose. La poésie est un art indissociable de la musique et vérifié, je crois que le texte a été mis en musique par un groupe qui s'appelle Les Frangines et beaucoup d'autres personnes. Donc à l'heure du prophète, du mot marabout, je vais le lire. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Alfleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de bruyère en fleurs. Magnifique. En le lisant, on a l'impression que si on remplace Alfleur par Soumbédioune, ça donne bétoir. C'est aussi la même beauté. Exactement. Sur la corniche. Exactement. Voilà, en allant vers les cimetières et ne pas regarder les voiles descendant vers Soumbédioune. Et l'îlot serpent. Exactement. Voilà. Exactement. Exactement. En tout cas, ce sont les caméramans qui donnent le signal, qui applaudissent. Ce sont les caméramans qui applaudissent à la salle des profs. Ouais. Ben, à la salle des profs, normalement, on n'applaudit pas. Mais ben voilà, c'est aussi de la poésie. C'est aussi de la poésie. Et je pense que félicitations. Merci. Ce sont des moments forts d'évasion qui nous ont permis d'oublier le coronavirus. Nous étions carrément plongés dans ce beau texte de Victor Hugo présenté par M. Sakoura Diagne. En tout cas, nous avons navigué entre les lignes, entre les mots, entre les rimes. En tout cas, ce fut beau, exceptionnel. Mais oui, c'est juste dire qu'au Sénégal, il y a encore de très